je donne la parole maintenant à Guillemette de Chef de Bien, qui est enseignante et chercheuse au sein de l'IPC, Faculté libre de philosophie et de psychologie de Paris. Guillemette de Chef de Bien, qui va intervenir sur le thème de la communication à la communauté. Comment la clarté du langage contribue-t-elle aux organisations? Un entretien avec le stoïcisme. Guillemette, je vous donne la parole pour 30 à 40 minutes et ensuite il y aura 10 à 15 minutes de questions. Guillemette, on vous écoute attentivement. Merci beaucoup, Michael, de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de parler ce matin du stoïcisme, d'autant plus de parler du stoïcisme à des entrepreneurs et à des managers. C'est toujours le rôle de la philosophie, hein, de penser le monde et pour revenir à ce que disait David Obomo, que je remercie également pour toute cette organisation. C'est le rôle de la philosophie de penser le monde et les événements. Et évidemment, vous êtes vous dans le monde. Et donc, c'est à nous voilà, d'arriver à penser ce que vous faites. Et donc, c'est vraiment nécessaire pour la philosophie de se nourrir aussi de votre expérience et qu'il y ait un rapport entre votre expérience et ce que nous, on essaie de comprendre du monde. Donc voilà, je vous salue tous et je suis ravie ce matin de passer un moment avec vous. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran. Euh, hop, Oui, c'est bon, on le voit parfaitement, Guillemette. hop, sauf qu'il faut que je revienne en arrière. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Oui, c'est De parfait. la communication à la communauté, comment la clarté du langage contribue-t-elle, pardon, aux organisations. Euh, je voudrais commencer par ce point, justement en essayant de comprendre ce qui se passe dans le monde du management. Je me suis arrêtée donc sur la question du discours managérial. Depuis une trentaine d'années, le discours managérial a fait l'objet de nombreuses études. Et le constat, c'est que la majorité de ces études sont en majorité donc négatives. Pour tout dire, euh, le langage adopté au sein des organisations tombe sous la coupe de trois reproches récurrents: extériorité, verticalité et mécanicité. Je vais revenir sur ces trois points. Extériorité, il nie ou oriente la subjectivité en se substituant au langage vernaculaire, créant de ce fait un sentiment d'inadéquation. Verticalité, il a tendance à masquer les rapports hiérarchiques ou les rapports de pouvoir. Il contrôle plus qu'il ne dispose à l'initiative et à l'autonomie. Mécanicité, il tend à standardiser le travail humain en le réduisant à des processus mesurables et prend ainsi le risque d'une normalisation des comportements. Ce discours managérial contribue ainsi à la dévitalisation du travail et à une illusion du sens dans les entreprises. L'expression de novlangue managériale inspirée d'Orwell, qui est utilisée par Agnès van der Velde-Rugal, par exemple, traduit l'aspect répétitif, normatif et prescriptif de ce discours. Ces études ont récemment montré comment le langage adopté dans le monde du travail n'avait pas manqué de se diffuser aux écoles, aux hôpitaux ou encore aux universités, sans compter la sphère politique dans son ensemble, au risque de transposer à la société tout entière ce qui s'apparente à la corruption de la communication. Ces critiques, aussi virulentes soient-elles, ne peuvent faire l'impasse sur la nécessité d'avoir recours à une certaine technicité dans un domaine qui ne peut échapper à la technique elle-même. Tenir ce discours ou ce genre de discours est une pratique sociale à laquelle les membres d'une organisation recourent pour s'intégrer à une communauté de parole, obtenir des résultats au sein de cette communauté
et renforcer leur identité. Sans compter d'ailleurs qu'une critique du langage n'échappe pas ou n'échappe que difficilement au paradoxe selon lequel c'est toujours par le langage qu'elle doit s'effectuer au risque d'une simple substitution, donc d'un langage par un autre langage. Au fond, comment le langage peut-il être au service de la communication et par la même occasion renforcer les liens de communauté en vue d'une action adaptée? Sous cet aspect, l'intérêt que nous portons aujourd'hui à la philosophie stoïcienne devrait nous permettre d'envisager la portée du discours et d'en renouveler les enjeux. La question du langage s'est présentée de manière originale dans la philosophie grecque. À vrai dire, les stoïciens ne sont pas les premiers à s'interroger sur cette question, dans le sens où le vecteur de la pensée est évidemment le langage lui-même. À ce titre, il mérite une discipline à part entière, laquelle a été tardivement qualifiée de logique, sans doute sous l'impulsion des stoïciens. Dans l'Antiquité, donc à l'origine, ces études ont été initiées dans la sphère sophistique. Les sophistes étaient eux-mêmes, ou se faisaient appeler, des maîtres ès discours. Puis ensuite, ceci a été théorisé, non sans quelques ajustements et critiques, par les écoles platoniciennes et aristotéliciennes. C'est donc dans cette perspective que les stoïciens se sont positionnés à leur tour, en développant une théorie en conformité avec leur objectif de mener une réforme de l'entendement. Autrement dit, et pour le dire dans un langage plus adapté au but stoïcien, la logique doit nous disposer à évaluer la conformité de nos jugements. Le langage n'a pas pour fonction de désigner des objets, premièrement, mais d'exprimer ce qu'ils appellent des signifiés, ce que nous pourrions traduire de manière assez lâche par la notion de sens. La logique, donc l'étude du discours en général, se présente comme l'une des trois disciplines philosophiques aux côtés de la physique et de la morale. Elle se focalise sur l'intériorité, le langage ordinaire et le dynamisme. L'intériorité, le langage ordinaire et le dynamisme présentent les trois grands axes de la logique et de l'intérêt que les stoïciens portent au discours. Je voudrais commencer par l'intériorité. L'intériorité, c'est-à-dire l'importance première du langage intérieur. Le se dire à soi-même doit nécessairement anticiper le dire à un autre. Ce que les stoïciens ont appelé le logos endiathétos, qu'ils distinguent du logos prophorikos. Le logos endiathétos désigne la raison intérieure, la pensée discursive, ce que nous appelons ici le langage intérieur. Cet aspect central chez les stoïciens n'est pas sans rappeler les paroles de Platon qui, dans le Théétète, en 189e, disait que la pensée est toujours un dialogue de l'âme avec elle-même. Le langage prophorikos, eh bien, c'est le langage proféré, c'est l'expression vers autrui. Mais le principe clé ici, c'est que l'intériorité commande l'extériorité. Le discours intérieur doit toujours anticiper la parole adressée aux autres. Les deux autres points sur lesquels je m'étais arrêtée, donc le langage ordinaire, qui rejoint ce que j'ai noté en premier, de ce point de vue, la plupart des penseurs du stoïcisme ont accordé un privilège au langage que nous pouvons parler tous les jours. Le langage ordinaire, c'est le langage trivial, celui que nous utilisons. Ils ont privilégié par là l'hypothèse que le langage a une origine naturelle, plus qu'il a une origine conventionnelle. Le troisième point, c'est le dynamisme. Tout discours produit une action et dispose à l'action. Le langage n'est pas seulement un outil de communication, mais le fondement même de la vie en communauté et l'accès à une raison partagée.
Autrement dit, une pensée doit se formuler pour être apte à s'adresser à la raison. En cela, le langage pour les stoïciens doit répondre à un idéal altruiste, mais toujours en vue de l'action. L'action, selon la raison, étant le moyen de parvenir à cet état d'accomplissement qui forme ce qu'on appelle, ou ce qu'ils appellent la vertu. Ces axes, point par point, pour les reprendre, l'intériorité, le langage ordinaire et le dynamisme, s'opposent à ceux que nous évoquions tout à l'heure, à l'instant. Il serait cependant péremptoire d'affirmer que le discours tel qu'il a été adopté par les penseurs du stoïcisme n'est pas sans quelque technicité. En témoigne la difficulté à traduire certaines expressions utilisées couramment dans le stoïcisme. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'évacuer les problèmes soulevés par un langage inadapté, par un autre langage qui répondrait à un idéal de pureté, ni même, comme le préconisaient les sceptiques, d'évacuer les problèmes avec le langage lui-même, ce qui revient à éliminer la maladie avec le malade. Le langage doit opérer un réajustement plus qu'une purification. Il est, selon l'expression d'André Jean Volque, une activité toujours renouvelée de la raison, grâce à laquelle celle-ci trouve en elle-même la sérénité, en limitant ses désirs et en contemplant la réalité. Penser par soi-même et se dire à soi-même et son lien avec l'action en commun. Pour reprendre le premier point, donc qu'en est-il du langage intérieur? Ce lien entre le dire à soi-même et la dimension communautaire ne va pas de soi lorsqu'on s'empare des textes qui nous ont été légués par l'histoire du stoïcisme. Les stoïciens ont la réputation d'avoir centré leurs recherches sur la connaissance de soi, sur l'amour de soi, visant la cohérence avec soi-même, en insistant sur l'indépendance affichée de la vie du sage. Aussi, les enjeux politiques, voire sociaux, n'ont pas donné lieu à une thématisation spéciale. On sait en revanche, comme l'a rappelé très justement Michael tout à l'heure, que les auteurs de la pensée, que les auteurs de la période la plus récente du stoïcisme, on pense évidemment à l'époque impériale, n'ont pas été éloignés des cercles du pouvoir. Et pour l'un des plus connus d'entre eux, il en fut même un prince. Marc Aurèle, dans les Soliloques ou Pensées par moi-même, en grec, Thais, Eis et Automne, n'a même pas eu la prétention de léguer à la postérité ni son œuvre. On sait qu'il n'a pas cherché à la publier. Ce sont des feuilles qu'on a retrouvées après sa mort et qui ont été publiées par ses disciples. Donc, il n'a ni eu la prétention de léguer à la postérité son œuvre, ni encore moins une réflexion sur la bonne marche de la cité. Les pensées n'ont aucune dimension politique en ce sens. Ceci, bien entendu, n'exclut pas une réflexion sur le pouvoir, mais celui-ci doit s'exercer de manière centrale et définitive par rapport à soi-même, comme en témoigne l'extrait suivant. Alors, je vais vous lire ce texte de Marc Aurèle qui est un peu long, mais qui en dit beaucoup sur la manière dont Marc Aurèle envisage à la fois le pouvoir sur lui-même et le discours, et d'abord le discours adressé à soi-même. Dès l'aurore, dis-toi d'avance à toi-même, Prolégaine et Otto. Je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Tous ces vices ont été causés en eux par l'ignorance des biens et des maux. Mais moi, ayant observé que la nature du bien, c'est le beau, et que celle du mal, c'est le honteux, et que la nature du pécheur lui-même est d'être mon parent, qui participe non du même sang ou de la même semence, mais de l'intelligence et d'une parcelle de la divinité, je ne puis subir un dommage d'aucun d'eux, car il ne saurait me couvrir de honte. Je ne puis non plus me fâcher contre mon parent ni le haïr, car nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, les deux rangées de dents, ceux d'en haut et ceux d'en bas. Agir en adversaires les uns contre les autres ou les uns des autres et donc contre nature. Marc Aurèle, fin de citation, Marc Aurèle, Pensée 2.1. Plusieurs remarques à la lecture de ce texte s'imposent.
si Marc Aurèle est bien un auteur reconnu du stoïcisme, la manière dont il aborde les principales thématiques de l'école du portique est assurément aussi spécifique. Comme le nom de son ouvrage l'indique, bien qu'il ne l'ait pas choisi, ce n'est pas lui aussi qui a choisi évidemment le nom de cet ouvrage, puisqu'il ne l'a pas publié, l'auteur ne s'adresse qu'à lui-même et ne cherche ni à instruire, ni à communiquer ses pensées à quiconque. Il ne s'agit ni d'un dialogue à but didactique, ni d'une œuvre épistolaire. L'étude qui est menée tout au long des 12 livres, contenus donc dans les pensées par moi-même, est une méditation sur la pensée pure. Malgré tout, le ton adopté est celui d'un dialogue, dans lequel Marc Aurèle n'hésite pas à employer la deuxième personne du singulier. Je cite un peu plus loin. « Reste donc le guide intérieur. Pense-y, tu es âgé. Ne permets plus qu'il demeure esclave, qu'il obéisse comme une marionnette aux instincts égoïstes. » Un peu plus loin, Marc Aurèle nous dit que ces pensées te suffisent si ce sont des principes. Fin de citation. Cet état d'esprit rejoint bien la notion de dialectique, qui traduit dans la plupart des textes la notion de logique. Toute pensée est d'abord un dialogue, comme nous le rappelions plus avant. Toute méditation est une médiation de soi à soi. Son but est de se conforter par un exercice répété. L'univers tout entier pour les stoïciens doté d'un mouvement perpétuel qui se traduit par un éternel recommencement. Vivre en conformité avec le monde et ses événements implique un travail de mémorisation qui consiste à se redire encore et toujours les principes qui doivent gouverner la raison. Il ne s'agit pas d'une simple récitation, d'un texte appris par cœur, ce qui n'est pas exclu d'ailleurs, mais la volonté de ne faire qu'un avec la marche du monde. Le discours doit être au diapason de cet éternel retour, de cet éternel recommencement, d'où ces reprises, d'où cette constante attention à soi-même par le discours. Donc tous les matins, dès l'aube, se dire à soi-même. On notera cependant que chacune de ces paroles concentre en elle-même la nécessité de s'accorder avec nos semblables. L'unité de la pensée et sa conformité aux événements impliquent toutes les sphères de nos relations, et ce de manière concentrique. Moi-même à moi-même, mais moi-même avec mes parents, mes amis, mes proches et lointains, mes amis proches et lointains, y compris ceux qui nous sont hostiles. Les stoïciens, et Marc Aurèle en est un digne représentant dans ces lignes, ont pris au sérieux l'étymologie du mot logos. Le mot logos, en grec, signifie, si on s'appuie sur sa forme verbale, legein, recueillir. Au sens où ils l'entendent, cela veut dire filtrer le flux des représentations. Logos se traduit aussi par dire, pas simplement recueillir, mais dire quelque chose à quelqu'un. Il désigne, dans sa forme nominale, logos, non seulement le discours, mais la faculté qui saisit ce quelque chose qu'on a à dire. Logos désigne la raison. Enfin, le logos traduit la chose elle-même, dans sa capacité à être saisie, recueillie par la faculté qui lui est assignée. Pour reprendre, logos désigne donc le fait de recueillir, le fait de dire, le fait de penser et la chose elle-même qui est pensée. Il est donc naturel que l'accord de la raison avec elle-même entraîne un accord de tout ce qui est impliqué dans la notion de raison jusqu'à la raison universelle qui gouverne les événements, mais également la raison partagée par nos semblables. D'où l'usage de la métaphore du corps qu'emploie Marc Aurèle dans sa vision organique du monde. Vision qui doit s'inscrire dans la relation que nous établissons avec le genre humain. C'est dans cette perspective que s'inscrit la nécessité de recourir à un langage ordinaire, signe de la communauté des hommes. C'est donc par le langage que les hommes sont appelés à se comprendre et à s'aimer.
La différence entre les cris proférés par les animaux et le langage humain se traduit par l'articulation des sons et l'utilisation des mots. Ces sons articulés proviennent de la raison. Il y a donc un parallélisme parfait entre la capacité de parler et celle de penser, car un contenu sensible n'accède au niveau de la pensée que quand il est exprimable. La pensée, pour les stoïciens, ne se distingue pas de la connaissance sensible par le caractère universel de son objet, mais parce qu'elle traduit en paroles les données empiriques dans lesquelles se manifeste l'ordre des événements, possibilité qui unit les hommes dans un projet commun. La clarté du langage se trouve ainsi au service de la pensée. Alors que les animaux n'ont pas à s'occuper d'eux-mêmes, l'homme est confié à lui-même. C'est dans ce rapport à soi que se situe le travail, la nécessité du travail sur le discours. La logique stoïcienne a cette particularité d'avoir divisé au sein de la dialectique, donc de la logique, d'une part l'expression que l'on emploie pour dire quelque chose, l'action de signifier quelque chose, en grec c'est sémanlein, et ce qui est effectivement signifié par cette expression, ce qui nous permet de distinguer deux niveaux d'analyse, celle des signifiants, semai nonta, l'ordre du discours tel qu'il dit les choses, et l'ordre du discours tel qu'il accède à ce qui peut être signifié, semai nomena. L'étude des signifiants renvoie donc à celle de la rhétorique, à la poésie, à l'étude des différentes parties du discours, nom propre, nom commun, conjonction, article, ce qui a donné évidemment, grâce aux stoïciens, les linéaments de la grammaire. Concernant le discours, Diogène Laërce, qui est donc un historien de la philosophie, ou en tout cas c'est comme ça qu'il se présente, qui a vécu au IIIe siècle après Jésus-Christ, rapporte au livre 7 de ses vies et opinions des philosophes 5 vertus du discours établi par un stoïcien nommé Diogène de Babylonie. Je cite, « Les vertus du discours sont au nombre de 5. La grécité, la clarté, sai phénain, la concision, la convenance et l'élaboration. La grécité est donc le mode d'expression qui consiste à s'exprimer sans faute, en respectant l'usage technique et non livré au hasard. La clarté est l'expression qui consiste à présenter la pensée de façon intelligible. La concision est l'expression qui consiste à n'employer que les mots nécessaires pour rendre manifeste l'objet du discours. La convenance est l'expression qui consiste à approprier son propos au sujet. L'élaboration est l'expression qui consiste à éviter la trivialité. Si on revient sur la deuxième vertu, la clarté est l'expression qui consiste à présenter la pensée de façon intelligible. Il ne s'agit pas d'un simple conseil pour ornementer une prise de parole, mais d'une réforme qui doit être entreprise afin que ce qui se dit corresponde à ce qui doit être pensé. La clarté, donc qui correspond bien à cette deuxième vertu, renvoie à la capacité de nommer, à désigner les qualités des corps par un terme approprié. Inspirée de la maïeutique socratique, elle exige de manifester de manière éclatante la correspondance entre le son de voix et le contenu intelligible, soit ce que les stoïciens ont appelé les signifiés, au nombre desquels se trouvent les fameuses lecta, ce qui doit être dit. L'usage clairvoyant de nos représentations exige la faculté de juger, d'estimer, d'apprécier chacune de ces réalités, capacité obtenue par un usage constant de la dialectique. D'où l'importance d'une réflexion sur les noms et sur les mots, car en eux sont condensées nos représentations. Un texte d'Épictète illustre très bien ce propos. Dans les entretiens 1, 17, 8. Pardon, excusez-moi, il manque un...
Il manque un texte, je vais vous le lire, j'aurais voulu que vous l'ayez à l'écran. Pas grave. Quand tu te seras donné les noms d'hommes, de biens, réservés, véridiques, prudents, confiants, nobles, prends garde d'avoir à te nommer autrement. Si tu viens à perdre ces noms, retourne aussitôt sur tes traces pour les retrouver. Souviens-toi que prudent impliquait pour toi l'attention à saisir chaque chose avec précision et l'absence de négligence. Confiant, l'acceptation empressée des événements que répartit la nature universelle. Noble, la victoire de la partie raisonnable sur les agitations douces et violentes de la chair. Entre donc en possession de ces quelques noms. Si tu peux te tenir ferme sur eux, il faut y tenir comme transporté dans l'archipel des bienheureux. Le mot ne renvoie pas à une définition, ni à une essence, premièrement, mais à une action. Souviens-toi que prudent impliquait pour toi l'attention à saisir chaque chose avec précision et l'absence de négligence. Plus qu'une manière d'être ou même une fonction, le mot signifie une pratique dans des circonstances données. De là l'idée que le discours ne correspond pas seulement à une discipline de l'assentiment, comme l'aurait dit Pierre Hadot, mais également à une discipline de l'action, pour reprendre donc la distinction qu'il fait dans la citadelle intérieure. Employer tel terme, tel nom, nous dispose non seulement intérieurement, mais également extérieurement à agir en cohérence avec ce que l'on dit. D'où l'importance de ne pas user du langage à mauvais escient. Cette dernière remarque souligne l'intérêt pédagogique pour le langage. Si la logique n'a pas de valeur en soi, la clarification du langage est ce par quoi doit commencer le travail philosophique. Comme le souligne Épictète, alors là vous avez le texte, dans l'entretien 1, 17, 8, entretien qui permet d'ajuster ce qui est dit sur ce qui doit être pensé. Qui l'affirme que la logique est stérile? Est-ce seulement Chrysippe, Zénon et Cléante? Et Antisthène ne l'affirme-t-il pas? Et qui a écrit que l'examen des termes, tone, onomatone, est un principe de l'éducation philosophique? Socrate ne le dit pas. Et de qui Socrate écrit-il qu'il commençait par l'examen des termes, cherchant la signification de chacun? Les entretiens à de nombreuses reprises insistent sur cette exigence, de faire en sorte que le discours proféré soit le signe d'un discours intérieur, condition de toute pédagogie et de toute discipline, parce que condition de toute action. Ah ben voilà, excusez-moi. La clarté du langage interdit l'usage des termes équivoques, de l'amphibologie, des barbarismes et des solécismes. Elle exige une adéquation entre la dimension eidétique, la dimension de la connaissance, et la dimension onomastique, la capacité à nommer. Penser et nommer ne sont donc plus qu'un seul acte, ou plutôt les deux versants d'un même acte. D'où ces dire à soi-même, qui sont aussi des redites. L'intelligibilité demandant un exercice sans cesse réitéré. Le propre de la théorie stoïcienne est de mettre la vérité et l'erreur en rapport étroit avec le langage. Ce qui est signifié par la parole est susceptible de vérité ou d'erreur. À la lumière de ce qui précède, il nous est possible de comprendre que tout homme est capable de juger des données empiriques, à condition qu'il profite de cet écart entre les représentations qui se pressent dans son esprit et l'assentiment qu'il doit lui donner. Cette nécessité exprime le rationalisme intégral des stoïciens, condition de toute vie en communauté, et la règle fondamentale d'une action proportionnée. La recherche du mot juste, qui est parfois le mot simple, d'un langage clair, correspond à une représentation objective
les stoïciens, en valorisant le langage ordinaire ou naturel, ont voulu ainsi échapper au paradoxe selon lequel le langage peut prétendre à sa propre réforme, travailler sur nos jugements sans faire appel à un métalangage. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci beaucoup à vous, Guillemette. Vous pouvez-